Es-tu prêt à arrêter de perdre ton temps, à arrêter de blâmer tout et tout le monde pour tes échecs? La vie n'attendra pas que tu te décides. Si tu continues à attendre que les choses changent par magie, tu resteras à la traîne. Le véritable changement ne vient pas du désir, mais de l'action. La question est, vas-tu continuer à gaspiller ton énergie sur ce que tu ne peux pas contrôler, ou vas-tu prendre les rênes de ta vie et agir avec détermination? Ce n'est pas un chemin facile, mais c'est le chemin dont tu as besoin. Le stoïcisme n'est pas seulement une belle philosophie à lire, c'est un outil puissant qui te force à prendre la responsabilité de ta vie. Arrête de faire des excuses, de t'accrocher au passé ou d'attendre que les circonstances changent. La seule façon de transformer ta vie est avec l'action, la discipline et une concentration implacable. Si tu désires vraiment un changement profond, alors il est temps de commencer. Pas demain, pas la semaine prochaine, aujourd'hui. Les leçons que je suis sur le point de t'enseigner sont celles qui définiront ton avenir, alors reste jusqu'à la fin, parce que la dernière est la plus importante. Leçon 1. Accepter ce que tu ne peux pas changer. La vie te lancera des coups, des situations hors de ton contrôle, des décisions étrangères qui t'affectent, des événements inattendus qui changent le cours de tes jours. Et la question est, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Vas-tu continuer à lutter contre l'incontrôlable, à t'épuiser, à te heurter à un mur, ou vas-tu arrêter de résister à l'inévitable et accepter ce que tu ne peux pas changer? L'acceptation n'est pas un abandon, ce n'est pas de la résignation. C'est un acte de force, de sagesse. C'est te rendre compte qu'il y a des choses que tu ne peux pas gérer et arrêter de perdre du temps et de l'énergie à vouloir que tout s'adapte à ta volonté. Tu es en constante bataille avec l'univers, pensant que tout devrait être comme tu le souhaites, et c'est la raison pour laquelle tu te sens épuisé, frustré, impuissant. La seule victoire dans cette bataille est la paix qui vient avec l'arrêt de la lutte. Accepter ce que tu ne peux pas changer te libère. Ça te libère de la tension constante d'essayer de tout contrôler, de faire en sorte que tout se passe comme tu l'espères. Parce que la réalité est simple. Le contrôle absolu est une illusion. Accepter est une pratique qui te permet de rediriger ton énergie vers la seule chose que tu peux vraiment contrôler. Tes pensées, tes réactions, tes décisions. Quand tu acceptes ce que tu ne peux pas changer, tu cesses d'être esclave des circonstances et tu deviens maître de ton esprit. Je vais être honnête avec toi. Accepter ce que tu ne peux pas changer est difficile. C'est facile à dire, mais le faire, vraiment le faire, demande du courage. Tu dois lâcher prise sur ce qui est hors de ta portée et apprendre à t'adapter, à aller avec le courant. C'est quelque chose qui exige de la discipline mentale et de la connaissance de soi. Mais c'est le premier pas vers une vie plus tranquille, plus sereine, plus forte. Alors demande-toi, à quoi te tiens-tu que tu ne peux pas changer? Quelle situation, quelle personne, quelle pensée draine ton énergie parce que tu essaies de la contrôler, alors qu'en réalité, elle devrait être acceptée telle qu'elle est? La prochaine fois que tu te retrouves face à quelque chose que tu ne peux pas changer, souviens-toi, la paix vient du lâcher-prise. Et c'est à ce moment-là que tu commences à prendre le contrôle de la seule chose qui compte vraiment, ta paix intérieure. Leçon 2, développer la patience. La patience n'est pas quelque chose avec lequel nous naissons, c'est quelque chose que l'on cultive. Nous vivons dans un monde qui récompense l'immédiateté, où tout est attendu maintenant, en quelques secondes. Mais la véritable grandeur réside dans l'apprentissage de l'attente, dans la résistance à la tentation de la gratification instantanée. La patience est une vertu qui non seulement apaise l'âme, mais renforce aussi le caractère. Le manque de patience est la cause de nombreuses de nos frustrations. Nous voulons des résultats rapides, des réponses immédiates, des changements visibles sans effort. Mais la vie ne fonctionne pas ainsi. La croissance, le succès et la véritable transformation nécessitent du temps. La patience n'est pas simplement attendre, c'est savoir que ce qui vaut la peine prend du temps, que le bien se construit pas à pas. Lorsque tu développes la patience, tu cesses d'être l'esclave de l'impulsion.
tu arrêtes de te précipiter, de prendre des décisions hâtives basées sur l'anxiété ou la peur. Tu te donnes de l'espace pour penser, réfléchir et agir avec sagesse. Au lieu de regarder l'avenir avec désespoir, tu apprends à vivre dans le présent en faisant confiance à ce que les choses se développeront en leur temps. La patience te permet de garder ton calme, non pas lorsque tout est facile, mais lorsque tout semble aller contre toi. Il ne s'agit pas d'attendre passivement, il s'agit d'attendre activement. Il s'agit de mettre en pratique ce que tu peux faire aujourd'hui, en attendant que les résultats arrivent. Il s'agit de comprendre que l'effort constant, bien qu'il ne soit pas toujours visible immédiatement, porte ses fruits. C'est ainsi que les grands accomplissements se produisent, non pas par des sauts rapides, mais par de petits pas faits avec patience. Développer la patience signifie aussi comprendre que les adversités font partie du processus. Le chemin vers tes objectifs ne sera pas toujours direct ni simple, mais la patience te donnera la force de continuer, même lorsque les résultats n'arrivent pas aussi vite que tu l'espérais. La patience t'apprend à faire confiance au processus, à comprendre que ce qui est vraiment précieux ne peut pas être précipité. Alors, demande-toi, comment peux-tu cultiver plus de patience dans ta vie ? Es-tu prêt à attendre, à travailler calmement, sans perdre de vue ce que tu veux accomplir? La patience n'est pas seulement attendre, c'est savoir qu'à la fin, tout arrive quand cela doit arriver. Leçon 3. Établir des limites saines. Dans un monde où les attentes des autres semblent sans fin, apprendre à établir des limites saines est une compétence cruciale pour protéger votre bien-être. Si vous ne définissez pas ce qui est acceptable pour vous, les autres le feront pour vous. Et il ne s'agit pas seulement de dire non quand vous vous sentez submergé, mais de comprendre que fixer des limites n'est pas de l'égoïsme, mais une nécessité pour préserver votre énergie et votre paix intérieure. Établir des limites saines signifie que vous reconnaissez votre valeur et savez que votre temps, votre énergie et votre espace sont des ressources limitées. Personne d'autre ne peut décider pour vous comment vous allez les utiliser. Si vous n'êtes pas clair avec vous-même et avec les autres sur ce qui est acceptable, vous finirez épuisé, rancunier et, à long terme, perdu. Les limites ne sont pas des barrières rigides, mais une forme de respect mutuel. Elles sont un moyen de communiquer vos besoins, vos désirs et vos limites émotionnelles. Dans les relations personnelles, familiales et professionnelles, établir des limites claires vous aide à éviter l'épuisement émotionnel et à maintenir des relations plus équilibrées et respectueuses. Il ne s'agit pas de rejeter les autres, mais de vous assurer que vous ne vous perdez pas dans le processus. Ne pas avoir de limites claires peut vous conduire à tomber dans le piège du oui tout le temps. Dire oui à tout et à tous par peur de décevoir ou de ne pas être accepté est une recette pour l'épuisement. Établir des limites vous permet de dire oui quand vous voulez vraiment le faire et de dire non sans culpabilité quand vous en avez besoin. Cependant, établir des limites saines n'est pas facile. Cela implique d'avoir le courage d'être honnête avec vous-même et avec les autres. Cela nécessite de la force pour communiquer ce dont vous avez besoin sans craindre le rejet ou la confrontation. Et le plus important, cela signifie être fidèle à vous-même. Les limites saines vous permettent d'être la meilleure version de vous-même, sans sacrifier votre bien-être pour le bien-être des autres. Alors, comment pouvez-vous commencer à établir vos propres limites? Êtes-vous prêt à dire non quand c'est nécessaire, à protéger votre temps et votre espace, et à communiquer de manière claire et respectueuse avec les autres? Les limites ne sont pas une limitation, mais une libération, parce que lorsque vous les établissez, vous vous donnez la permission d'être vous-même, sans les attentes des autres. Leçon 4. Cultiver l'autocompassion. Nous vivons dans un monde qui exige de nous la perfection, au travail, dans nos relations, dans notre apparence. Lorsque nous échouons, nous nous punissons avec de sévères critiques et des pensées négatives. Mais l'autocompassion n'est pas une faiblesse, c'est l'un des outils les plus puissants pour la croissance personnelle. Il ne s'agit pas d'excuser nos erreurs, mais de nous traiter avec la même gentillesse que nous traiterions un bon ami.
L'autocompassion ne signifie pas se contenter ou éviter la responsabilité de nos actions. Il s'agit de reconnaître notre humanité. Nous faisons tous des erreurs. Nous avons tous des moments de faiblesse, de frustration ou de peur. La différence réside dans la façon dont nous nous répondons dans ces moments. Au lieu de nous punir, nous pouvons apprendre à nous accepter et voir chaque erreur comme une opportunité de grandir. Lorsque nous ne pratiquons pas l'autocompassion, nous tombons dans le piège de l'auto-exigence destructrice. Nous voulons être parfaits, et lorsque nous ne le sommes pas, nous sombrons dans la culpabilité ou le regret. Mais l'autocompassion nous permet de nous libérer de cette pression. Elle nous enseigne que nous pouvons être imparfaits sans que cela nous définisse. Elle nous donne la permission d'échouer, de nous relever et de continuer sans sentir que cela signifie que nous ne valons rien. Le stoïcisme nous enseigne que, bien que nous ne puissions pas contrôler tout ce qui nous arrive, nous pouvons contrôler notre réponse. Et une réponse d'autocompassion change notre façon de faire face aux défis. Il ne s'agit pas de rester coincé dans l'autocompassion, mais de l'utiliser comme point de départ pour avancer plus fort, plus sage. Comment commencer à pratiquer l'autocompassion? Changez votre dialogue interne. Au lieu de vous critiquer durement, demandez-vous « Qu'est-ce qu'un bon ami ferait pour moi en ce moment ?» La réponse est simple. Il serait compréhensif, encourageant et vous aiderait à avancer. L'autocompassion n'est pas un signe de faiblesse, c'est une source de pouvoir. Lorsque vous apprenez à vous accepter, même dans vos moments les plus bas, vous devenez une personne plus forte, plus résiliente, capable de faire face à n'importe quel défi. Leçon 5. Créer un environnement de croissance. Ton environnement a un impact direct sur ton développement personnel. Il est le reflet de qui tu es et de ce que tu valorises. Si tu es entouré de négativité, de critiques constantes ou de personnes qui ne soutiennent pas tes objectifs, comment peux-tu espérer grandir? Pour grandir, tu as besoin d'un environnement qui te nourrit, qui te défie et te pousse à être meilleur chaque jour. Créer un environnement de croissance ne signifie pas seulement t'entourer de personnes positives, mais aussi créer des espaces qui favorisent ton développement. Ton environnement physique soutient-il tes objectifs? Si tu passes ton temps dans le désordre, entouré de distractions, il est probable que ton esprit soit également en désordre. Un espace propre et organisé t'aide à te concentrer, à te focaliser et à créer. C'est aussi simple que de consacrer du temps à organiser ton lieu de travail, faire de ta maison un refuge de paix ou créer un espace mental qui favorise la clarté. En plus de ton espace physique, l'environnement émotionnel et social est également crucial. Les personnes avec qui tu interagis affectent profondément ton état mental et émotionnel. Si tu t'entoures de personnes qui te limitent ou qui te critiquent constamment, il sera plus difficile pour toi de grandir. Il est essentiel de t'entourer de personnes qui t'inspirent, qui te défient de manière constructive et qui te soutiennent lorsque tu tombes. Cela ne signifie pas que tu dois t'isoler de tous ceux qui t'entourent, mais bien reconnaître qui sont les personnes qui contribuent réellement à ta croissance et qui ne le font pas. Créer un environnement de croissance implique également d'éliminer les distractions qui t'éloignent de tes objectifs. Si les réseaux sociaux, la procrastination ou les habitudes destructrices dominent ta vie, il est temps de leur fixer des limites. Un environnement de croissance exige de la discipline, de la concentration et une révision constante de ce qui t'empêche d'avancer. Demande-toi, quel changement peux-tu faire dans ton environnement pour favoriser ta croissance? Quelles habitudes, personnes ou activités freinent ton potentiel? Créer un environnement qui stimule ton développement est un investissement direct dans ton succès. Leçon 6. Développer l'auto-soin physique et mental. L'auto-soin n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Nous vivons dans une société qui nous pousse constamment à être occupés, à faire plus, à être plus productifs. Mais au milieu de tout cela, nous oublions quelque chose de crucial. Si tu ne prends pas soin de toi-même, tu ne peux pas donner le meilleur de toi-même aux autres ni à tes projets.
L'auto-soin est le fondement sur lequel ton succès et ton bien-être sont construits. L'auto-soin physique est aussi important que le mental. Ton corps est le véhicule qui te permet d'expérimenter la vie, et sans lui fonctionnant bien, tout le reste est affecté. L'activité physique régulière non seulement améliore ta santé, mais aussi augmente ton énergie, réduit le stress et améliore ton humeur. Tu n'as pas besoin d'être un athlète, mais tu dois te consacrer au moins 30 minutes d'exercice par jour. Que ce soit marcher, courir, pratiquer le yoga ou soulever des poids, l'important est de garder ton corps en mouvement. Le repos est également fondamental. Le sommeil est un pilier clé de l'auto-soin, et sans un sommeil adéquat, ton esprit et ton corps ne pourront pas fonctionner à leur plein potentiel. Établis une routine de repos, éteins les écrans avant de dormir et crée un environnement tranquille pour garantir un sommeil réparateur. Ne sous-estime pas le pouvoir d'une bonne nuit de repos. L'auto-soin mental est tout aussi crucial. L'esprit a besoin d'être nourri et parfois vidé. La méditation, la lecture, la réflexion et les pratiques de pleine conscience sont des outils puissants pour maintenir ton esprit en équilibre. Prendre du temps pour toi-même, loin du bruit du monde, te permet de te concentrer et de recharger tes batteries. De plus, éliminer les pensées négatives et se concentrer sur le positif peut transformer ton bien-être mental. N'oublie pas que l'auto-soin inclut aussi savoir dire non quand c'est nécessaire. Établir des limites saines te permet de préserver ton énergie pour ce qui compte vraiment. Si tu ne pratiques pas l'auto-soin, tout le reste dans ta vie sera affecté. La question est, prends-tu soin de ton corps et de ton esprit comme tu le mérites? Investis-tu du temps et des efforts dans ton bien-être pour pouvoir donner le meilleur de toi-même au monde? L'auto-soin est la base sur laquelle tu peux construire tout le reste. Leçon 7. Agir avec un but, pas par impulsion. Nous vivons dans un monde où tout semble se passer à la vitesse de la lumière. Les décisions sont prises rapidement, les réactions sont impulsives et l'immédiateté semble être la norme. Mais agir par impulsion mène rarement à des résultats satisfaisants. La clé d'une vie épanouissante et réussie réside dans l'action avec un but, pas par impulsion. L'impulsion est l'ennemi de la réflexion. Elle nous pousse à réagir sans penser, à prendre des décisions basées sur des émotions momentanées et à suivre le courant sans se demander où il nous mène. Mais lorsque nous agissons sans but, nous risquons de tomber dans le piège de l'insatisfaction et du regret. Les décisions prises par impulsion peuvent nous mener sur des chemins erronés, nous éloignant de nos objectifs et valeurs. Agir avec un but signifie être conscient de vos actions et de leurs conséquences. C'est s'arrêter, ne serait-ce qu'un instant, avant de prendre une décision importante. Demandez-vous, cette action me rapproche-t-elle de mes objectifs? Est-elle en accord avec mes valeurs? Lorsque vous agissez avec un but, chaque décision devient un pas délibéré vers où vous voulez aller. Il ne s'agit pas d'agir sans émotion, mais d'agir avec clarté et vision. L'émotion fait partie de l'être humain, mais elle doit être une alliée, pas une dictatrice. Le but vous donne une direction. Quand vous savez ce que vous voulez accomplir, quand vous avez un objectif clair en tête, chaque action prend du sens. Cela vous permet de concentrer votre énergie sur ce qui compte vraiment et vous protège de la dispersion et de la procrastination. La vie est pleine de distractions, mais un but clair vous maintient sur le bon chemin, vous donne la force de dire non à ce qui ne sert pas et vous pousse vers l'avant, même lorsque les difficultés apparaissent. La question est, agissez-vous avec un but dans votre vie ou réagissez-vous simplement à ce qui vous entoure? Agir avec un but n'est pas seulement une stratégie, c'est une façon de vivre avec intégrité, avec contrôle et avec la certitude que chaque action compte. Leçon 8. Ne pas prendre les choses personnellement. Il est facile de tomber dans le piège de prendre les choses personnellement. Quand quelqu'un te critique, te rejette ou ne répond pas à tes attentes, la tendance naturelle est de penser que c'est une attaque directe contre toi, contre ta valeur ou ton identité. Mais, et si je te disais que tout ne tourne pas autour de toi? Les gens agissent selon leurs propres perspectives, leurs propres insécurités et défis.
Ce qu'ils disent ou font a rarement à voir avec toi, et le prendre personnellement ne fera que te voler ta paix. Quand tu prends les choses personnellement, tu donnes le contrôle de ton bien-être aux autres. Tu permets que les actions ou les paroles des autres définissent ton état émotionnel. La réalité est que les réactions des autres ont plus à voir avec eux-mêmes qu'avec toi. Si quelqu'un te critique, il est probable qu'il projette ses propres peurs, frustrations ou expériences passées. Ne pas le prendre personnellement te donne la liberté de ne pas assumer ses fardeaux. Cela ne signifie pas que tu dois être insensible ou déconnecté. Cela signifie que tu dois apprendre à maintenir ton équilibre émotionnel, indépendamment de ce que les autres disent ou font. En pratiquant le détachement émotionnel, tu prends le contrôle de la façon dont le comportement des autres t'affecte. Tu peux écouter une critique sans qu'elle te détruise, ou faire face à un rejet sans qu'il te fasse te sentir moins. Le stoïcisme nous enseigne à nous concentrer sur ce qui est sous notre contrôle et à lâcher prise sur ce qui ne l'est pas. Les paroles et les actions des autres sont hors de ton contrôle. Tu ne peux pas forcer quelqu'un à te traiter comme tu l'espères, mais tu peux choisir comment réagir à cela. La clé est de séparer ta valeur personnelle des opinions externes. Es-tu prêt à arrêter de prendre les choses personnellement? Peux-tu commencer à voir les critiques et les rejets pour ce qu'ils sont réellement? Simplement des reflets de l'autre personne, pas des définitions de toi-même. Quand tu arrêtes de prendre les choses personnellement, tu trouves la liberté. La liberté d'être toi-même sans dépendre de la validation des autres. Leçon 9. Pratiquer l'humilité. Dans un monde qui valorise la compétition et la reconnaissance, on nous enseigne souvent à nous démarquer, à exceller et à être admirés pour nos réalisations. Cependant, alors que nous cherchons à atteindre le succès, nous devons nous rappeler que la vraie grandeur ne réside pas dans le fait d'être le plus brillant, mais dans l'humilité. L'humilité n'est pas un signe de faiblesse, mais de force intérieure. La pratiquer, c'est reconnaître que, même si nous avons des talents et des compétences, il y a toujours de la place pour apprendre, grandir et s'améliorer. L'humilité commence par comprendre que nous ne savons pas tout. Nous avons tous quelque chose à apprendre des autres, peu importe notre expérience ou nos compétences. L'arrogance nous aveugle et nous empêche de grandir, car elle nous fait penser que nous n'avons pas besoin des autres, que nos opinions sont les seules correctes. En revanche, l'humilité nous invite à écouter, à considérer de nouvelles perspectives et à reconnaître que la connaissance n'a pas de fin. Il y a toujours quelqu'un qui sait quelque chose que vous ne savez pas. Et la vraie sagesse réside dans l'ouverture à apprendre de tous, quel que soit leur statut ou leur position. Être humble signifie aussi reconnaître que nos réalisations ne dépendent pas seulement de nous-mêmes. Aucun succès n'est atteint en isolation. Derrière chaque réalisation, il y a toujours des personnes qui nous ont soutenus, des circonstances qui ont influencé et des opportunités qui nous ont été données. L'humilité vous permet de reconnaître les contributions des autres, d'être reconnaissant pour leur soutien et de reconnaître que nous faisons tous partie d'un processus collectif. Cette reconnaissance ne vous aide pas seulement à garder les pieds sur terre, mais vous connecte aussi plus profondément avec les autres, favorisant des relations plus authentiques et respectueuses. De plus, l'humilité vous protège de la vanité et de l'ego, qui sont des pièges faciles à tomber lorsque vous connaissez le succès. La vanité vous éloigne de votre authenticité, vous fait agir à partir d'une position de supériorité, tandis que l'humilité vous permet d'être authentique, sans prétention. Elle vous donne le pouvoir d'être vous-même, sans avoir à prouver quoi que ce soit aux autres. Alors, pratiquez-vous l'humilité dans votre vie quotidienne? Êtes-vous capable de reconnaître vos limites, d'apprendre des autres et d'apprécier ce que les autres apportent à votre vie? L'humilité n'est pas seulement une vertu, c'est une façon de vivre qui vous connecte à votre véritable essence et aux autres de manière profonde et significative. Leçon 10. Encouragez la discipline personnelle. La discipline personnelle est le fondement sur lequel tout véritable succès est construit. Il ne s'agit pas d'une volonté passagère ni d'une motivation éphémère, mais d'un engagement constant envers vos objectifs
quelles que soient les circonstances. Dans un monde rempli de distractions et de tentations, la discipline est ce qui vous maintient concentré sur ce qui compte vraiment. C'est ce qui vous permet de continuer même lorsque l'enthousiasme initial a disparu et que le chemin devient difficile. Encourager la discipline personnelle commence par une vision claire de ce que vous souhaitez accomplir. Sans un but clair, il est facile de se laisser emporter par le courant et de tomber dans la procrastination ou l'indulgence. La discipline vous oblige à établir des priorités et à prendre des décisions conscientes tous les jours qui vous rapprochent de votre objectif. Il ne s'agit pas d'être parfait, mais d'agir jour après jour, de manière constante. La clé de la discipline est l'autodiscipline. C'est la capacité de dire non aux tentations immédiates, celles qui semblent offrir une gratification instantanée, mais qui ne font que vous éloigner de vos objectifs à long terme. L'autodiscipline n'est pas quelque chose que l'on acquiert du jour au lendemain, mais c'est une compétence que l'on peut entraîner. Chaque fois que vous choisissez ce qui est plus difficile, mais plus bénéfique à long terme, vous renforcez votre discipline. La discipline implique également la capacité de persévérer face à l'adversité. Les choses ne se passeront pas toujours comme vous l'avez prévu. Il y aura des jours où vous n'aurez pas envie de continuer, des moments où la motivation sera faible et les obstacles sembleront insurmontables. Dans ces moments, la discipline vous rappellera que le progrès se construit à chaque pas, pas seulement lorsque les conditions sont parfaites. La véritable discipline se démontre dans les jours difficiles, lorsque vous continuez à avancer malgré les difficultés. De plus, la discipline personnelle vous permet d'éviter les distractions et les excuses qui vous dévient de votre chemin. Établir des routines, fixer des limites et prendre des décisions conscientes sur la façon dont vous investissez votre temps vous aide à créer un environnement qui favorise votre productivité et votre bien-être. Alors, êtes-vous prêt à cultiver la discipline dans votre vie? Pouvez-vous vous engager à faire ce qui est nécessaire, même lorsque vous n'en avez pas envie? La discipline n'est pas une punition, mais un investissement dans votre avenir. C'est le muscle mental qui vous aidera à atteindre vos objectifs, à surmonter les tentations et à réaliser ce que vous désirez vraiment. Leçon 11. Être un étudiant de la vie. La vie ne cesse jamais de nous enseigner si nous sommes disposés à apprendre. Beaucoup cherchent des réponses définitives, mais la véritable sagesse réside dans la compréhension que la connaissance est un voyage constant, pas une destination finale. Être un étudiant de la vie, c'est adopter la mentalité de quelqu'un qui est toujours en train d'apprendre, qui ne se croit jamais assez sage pour arrêter d'apprendre. Cette mentalité transforme les défis, les difficultés et les expériences quotidiennes en opportunités de croissance. Être un étudiant de la vie signifie être ouvert à de nouvelles idées, perspectives et expériences. Peu importe votre âge ou votre expérience, il y a toujours quelque chose à apprendre, que ce soit des personnes qui vous entourent, de vos propres erreurs ou des moments de calme. La vie a des leçons à vous enseigner. Lorsque vous adoptez cette mentalité, vous devenez une personne curieuse, prête à remettre en question vos croyances, à explorer l'inconnu et à accepter que l'apprentissage ne s'arrête jamais. Souvent, nous nous laissons piéger par l'idée que nous devons avoir toutes les réponses, que nous devons toujours savoir quoi faire. Mais la véritable sagesse n'est pas la certitude, mais l'humilité de reconnaître que nous ne savons pas tout et la volonté d'apprendre même des situations les plus difficiles. Les erreurs et les échecs, loin d'être considérés comme des échecs permanents, deviennent des enseignants. Chaque faux pas est une leçon précieuse qui nous mène à une compréhension plus profonde de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. De plus, être un étudiant de la vie implique une auto-évaluation constante. Ne restez pas coincé dans la routine. Réfléchissez à vos décisions, vos réactions, vos pensées et comportements. Demandez-vous si vous grandissez, si vous apprenez de vos expériences, si vous continuez à évoluer. Chaque jour est une nouvelle opportunité pour s'améliorer, pour affiner votre perspective et être une meilleure version de vous-même.
Être un étudiant de la vie vous apprend aussi à être plus compatissant envers vous-même. L'apprentissage n'est pas linéaire et nous n'avançons pas toujours à la vitesse que nous voudrions. Il y aura des moments de recul, de doute, de confusion, mais ces moments ne sont pas des échecs, ce sont des leçons qui vous préparent à ce qui est à venir. Alors, êtes-vous prêt à continuer à apprendre, à voir la vie non pas comme quelque chose à conquérir, mais comme un enseignant constant? La mentalité d'être un étudiant de la vie vous ouvrira des portes, vous défiera d'améliorer chaque jour et vous permettra de vivre avec une sagesse profonde et durable. La clé est de garder un esprit ouvert et un cœur prêt à apprendre. Leçon 12. Établir des objectifs clairs et atteignables. Les objectifs sont le moteur qui stimule nos actions, mais sans clarté et direction, il est facile de se sentir perdu ou démotivé. Établir des objectifs clairs et atteignables est l'une des habitudes les plus puissantes que vous pouvez adopter pour garantir que vous avancez dans la vie. Il ne s'agit pas seulement d'avoir des rêves, mais de transformer ces rêves en étapes concrètes et atteignables qui vous rapprochent chaque jour de votre but. Les objectifs clairs fournissent un focus. Dans un monde plein de distractions et d'opportunités tentantes, savoir exactement ce que vous voulez accomplir vous aide à maintenir la concentration. Mais il ne suffit pas de dire « je veux réussir » ou « je veux être plus en bonne santé ». Ces désirs sont trop vagues. Les objectifs doivent être spécifiques, mesurables, atteignables, pertinents et temporels. Ce que l'on appelle communément l'approche SMART. Ce cadre vous permet de transformer des aspirations générales en objectifs clairs et tangibles. De plus, les objectifs atteignables sont essentiels pour éviter la frustration. Si vous fixez des objectifs trop ambitieux ou peu réalistes, vous risquez de vous démotiver lorsque vous n'obtenez pas rapidement les résultats. Il est essentiel que vos objectifs soient stimulants mais atteignables. Commencez par des objectifs petits que vous pouvez atteindre à court terme et augmentez leur difficulté au fur et à mesure que vous les atteignez. Cette stratégie ne vous maintiendra pas seulement motivé, mais vous donnera un sentiment constant de progrès. Établir des objectifs vous aide également à prendre des décisions avec un but. Chaque fois que vous êtes confronté à un choix, vous pouvez vous demander « Cette action me rapproche-t-elle de mes objectifs ou m'éloigne-t-elle d'eux ?» La clarté de vos objectifs agit comme un filtre, vous aidant à prioriser ce qui est vraiment important et à mettre de côté ce qui ne génère que du bruit et de la distraction. N'oubliez pas que le chemin vers vos objectifs ne sera pas toujours linéaire. Il y aura des obstacles, des moments de doute et des situations inattendues. Mais lorsque vos objectifs sont clairs et atteignables, vous aurez la motivation nécessaire pour continuer, même lorsque les choses se compliquent. Rappelez-vous que le progrès ne se mesure pas seulement en grands succès, mais dans les petits pas que vous faites tous les jours. Alors, quels objectifs clairs et atteignables allez-vous fixer aujourd'hui? Êtes-vous prêt à prendre le contrôle de votre avenir et à faire les premiers pas vers ce que vous voulez accomplir? Établir des objectifs est plus qu'une tâche, c'est une déclaration de ce que vous voulez vraiment atteindre dans la vie, et chaque pas vers eux est un pas vers votre meilleure version. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque. Il n'y a pas d'arme plus tranchante que la langue. Il n'y a pas de prison plus subtile que les mots que l'on se répète chaque jour. Et il n'y a pas de liberté plus puissante que d'apprendre à se taire lorsque l'ego crie. Nous vivons à une époque où tout le monde veut parler, donner son avis, réagir, où le bruit vaut plus que la réflexion, où nous confondons expression et sagesse et croyons que parler beaucoup est synonyme de savoir beaucoup. Mais ce n'est pas le cas. Et plus tôt vous le comprendrez, plus tôt vous arrêterez de vous saboter avec votre propre voix. Cette vidéo n'est pas pour les gens fragiles. Elle est pour ceux qui sont prêts à se regarder avec crudité et à assumer la responsabilité de leur esprit, de leurs mots et de leur silence.
car le langage n'est pas seulement communication, c'est direction. Ce que vous dites façonne ce que vous faites, et ce que vous taisez révèle en qui vous vous transformez. Les stoïciens le savaient. Il ne s'agit pas de réprimer, il s'agit de maîtriser. Il ne s'agit pas d'exploser, mais de choisir intelligemment le moment et la forme. Le langage peut être un médicament ou un poison. Et le pire, c'est que la plupart des gens ne se rendent pas compte qu'ils se empoisonnent chaque jour, en se parlant mal, en agissant impulsivement, en laissant l'émotion prendre le contrôle. Dans ce parcours, nous allons parler de cela. De comment utiliser le langage comme un outil, non comme un piège. De comment le silence n'est pas lâcheté, mais stratégie. Et de comment apprendre à vous contrôler, à écouter plus que vous ne parlez, à réfléchir avant de lâcher la première chose qui vous vient à l'esprit, peut tout changer. Ceci est pour vous si vous en avez marre d'être votre propre ennemi. Si vous sentez que vos mots vous trahissent, que vos réactions vous dominent, que votre esprit est une tempête sans pause, il y a une issue, et elle commence par la façon dont vous décidez de vous parler, de vous taire et d'agir. 1. Garde le silence lorsque le brouillard embrouille ton esprit. L'esprit confus est comme un champ de bataille couvert d'un épais brouillard. On ne voit pas l'ennemi, on ne reconnaît pas les sorties, il n'y a pas de clarté pour attaquer ou pour se défendre. Et pourtant, il y a ceux qui, dans cet état, se lancent dans la bataille les yeux fermés, criant des ordres sans savoir à qui ils sont destinés, frappant l'air, tirant sur des alliés. C'est ce qui se passe lorsque tu agis ou parles à partir de la confusion, lorsque tu ne peux pas penser clairement et que, malgré tout, tu te permets de lâcher des mots que tu ne pourras pas reprendre plus tard. Il y a des moments où le plus courageux n'est pas de parler, c'est de se taire, non pas par lâcheté, non pas par répression, mais par stratégie, parce que tu sais que tu n'es pas en mesure de voir avec précision et que tout mouvement peut être une erreur coûteuse. Si ton esprit est envahi par la peur, la colère, l'anxiété ou la frustration, il est fort probable que ta voix soit le reflet de cette distorsion. Et si tu parles à partir de là, tu vas agrandir le problème, pas le résoudre. Le silence, lorsqu'il y a une tempête interne, est une marque de pouvoir. Ce n'est pas une faiblesse, c'est la maîtrise de soi. C'est savoir que l'on n'est pas son émotion, que l'on ne doit pas répondre à chaque stimulus comme s'il s'agissait d'une menace, que l'on ne peut pas faire confiance à ce que l'on pense ou ressent lorsque tout est embrouillé. C'est accepter que ce n'est pas toujours le moment de réagir et que garder le silence est une façon de se protéger, pas de se rendre. La psychologie le confirme. Les émotions intenses activent des régions du cerveau associées à la survie, pas à la logique. Dans ces moments, le jugement est embrouillé, la perception est déformée et la capacité de prendre des décisions rationnelles diminue. Si tu sais cela et que, malgré tout, tu te laisses emporter par l'impulsion, tu choisis de perdre. En revanche, si tu attends, si tu respires, si tu décides de ne pas agir jusqu'à ce que la marée baisse, tu vas utiliser le langage stoïcien de la sagesse, la retenue. Épictète disait que nous ne sommes pas perturbés par les choses, mais par l'opinion que nous avons d'elles. Mais si ton opinion naît d'une émotion qui te consume, alors tu ne vois pas la réalité, tu vois ta distorsion. Dans cet état, parler est dangereux, réagir est dangereux, parce que l'émotion veut toujours se décharger, et si tu ne la maîtrises pas, tu finiras par blesser les autres ou toi-même, et cela s'entraîne. Ce n'est pas qu'un jour tu vas simplement arrêter d'exploser. Cela se pratique. Chaque fois que tu sens que tu es sur le point de perdre le contrôle, mais que tu choisis de ne pas répondre, tu renforces cette partie de toi qui observe, qui décide, qui dirige. Chaque fois que tu choisis de te taire plutôt que de dire quelque chose qui ne fera qu'aggraver la situation, tu montres que tu n'es plus un esclave de ton émotion, que tu commences à prendre le contrôle de ton caractère. Se taire n'est pas fuir, c'est attendre le moment juste. C'est choisir quand et comment utiliser tes mots pour qu'ils construisent plutôt que de détruire. Parce que chaque fois que tu parles à partir du brouillard, tu peux finir par casser des choses que tu ne sauras pas comment réparer plus tard.
En revanche, si tu sais attendre, si tu utilises le silence comme un bouclier, comme une pause, comme une protection, tu en sortiras plus fort, plus clair, plus précis. Et lorsque le brouillard se dissipera, lorsque l'esprit s'éclaircira et que l'émotion perdra de sa force, tu parleras à partir du calme, pas de la tempête. Et là, tes mots auront du poids, parce qu'ils naissent de la maîtrise, pas du chaos. 2. Chaque mot est un coup de feu, vise avec intention. Parler est comme tirer une flèche. Une fois que tu l'as lâchée, il n'y a aucun moyen de l'arrêter. Tu ne peux pas l'appeler en retour, tu ne peux pas la rediriger. Et le pire, c'est que souvent, tu ne vises même pas, tu lâches simplement par impulsion, par habitude ou par simple négligence. C'est ainsi que les mots deviennent des armes mal dirigées, capables de blesser celui qui le mérite le moins, ou pire encore, toi-même. Nous vivons dans une culture de réaction automatique où les gens lâchent des mots comme s'ils n'avaient pas de poids. Ils répondent sans réfléchir, critiquent sans savoir, promettent sans intention de tenir. Mais chaque mot que tu dis laisse une marque, il crée une impression, il construit ou détruit. Et même si cela peut sembler exagéré, ce qui sort de ta bouche révèle avec une brutalité claire le type d'esprit que tu as. Il ne s'agit pas de parler joliment, il s'agit de parler avec un but. Le langage n'est pas une décoration, c'est une direction. Chaque phrase est une déclaration d'intention. Chaque commentaire est une flèche qui peut aller droit à la vérité ou se perdre dans le chaos. Et si tu n'apprends pas à choisir tes mots avec précision, tu finiras par vivre les conséquences de ta négligence. Parce que les mots ne disparaissent pas quand ils sont oubliés. Ils restent souvent gravés dans la mémoire de celui qui les a reçus, ou dans la tienne quand tu as dit quelque chose que tu ne voulais pas dire. La philosophie stoïcienne le rend clair. Parler avec intention est une forme d'autodiscipline. Il ne s'agit pas seulement de savoir quoi dire, mais de savoir quand le dire, comment le dire, et si cela vaut vraiment la peine de le dire. La plupart du temps, nous parlons pour combler le vide, pour justifier nos émotions ou pour chercher la validation. Mais ce n'est pas communiquer, c'est tirer sans but, et celui qui tire sans but finit presque toujours par regretter. Du point de vue de la psychologie, on sait que le langage n'exprime pas seulement ce que nous ressentons, il le renforce aussi. Ce que nous disons n'influence pas seulement les autres, il façonne aussi notre propre façon de penser. Si tu te plains constamment, tu renforces ton sentiment de victime. Si tu parles avec haine, tu nourris ton ressentiment. Si tu insultes, tu dégrades ton propre caractère. C'est pourquoi il est si important de parler avec intention. Parce que tes mots ne vont pas seulement vers l'extérieur, ils reviennent aussi vers toi. Parler avec intention, c'est apprendre à réfléchir avant d'ouvrir la bouche. C'est te demander: est-ce que ce que je vais dire sert à quelque chose? Est-ce vrai? Est-ce nécessaire? Est-ce que ça va aider ou est-ce que je vais juste décharger ma frustration? C'est avoir l'humilité de se taire quand tu ne sais pas et la fermeté de parler quand c'est nécessaire, même si ça dérange. Parce que la vérité, quand elle est dite avec intégrité, a toujours du poids, même si ça fait mal. Il ne s'agit pas de devenir froid ou distant. Il s'agit de mûrir, de cesser de vivre comme si tu étais un haut-parleur sans filtre, de comprendre que chaque mot est une extension de ton caractère, que chaque fois que tu parles, tu montres ton niveau de contrôle, ta clarté mentale, ta direction interne. Et si tu parles pour parler, ce que tu projettes, c'est la confusion, la faiblesse et le manque de but. Le pouvoir du langage réside dans son intention. Au moment où tu comprends que tu n'es pas obligé de répondre à tout, que tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit avec chaque phrase, que tu ne concours pas pour avoir le dernier mot, une force commence à grandir en toi qui n'a pas besoin de crier pour se faire entendre. Chaque mot que tu lâches est comme un coup de feu. Apprends à ne charger que ce qui en vaut la peine. Vise avec intention, tire avec vérité. Et quand tu n'as rien de clair à dire, ne tire pas. Attends, observe. Le silence est aussi une partie de l'art. Seul quelqu'un de fort sait quand il vaut mieux ranger l'arme. 3. Laisse parler l'âme, pas la tempête.
Parler à partir d'une émotion débordante est comme essayer de construire un pont en plein ouragan. Tout ce que tu élèves vacille, rien ne tient et il est fort probable que tu finisses enseveli sous tes propres mots. Les tempêtes internes sont nécessaires, mais ce ne sont pas les moments pour agir, encore moins pour parler. Parce que la tempête veut toujours crier, toujours détruire, toujours s'imposer, mais pas l'âme. L'âme attend, l'âme observe, l'âme choisit le moment juste pour dire ce qui compte vraiment. Quand tu parles depuis la tempête, ce n'est pas toi qui parles, c'est ta colère, ta peur, ton insécurité, ton besoin de te défendre ou d'attaquer. C'est la partie de toi qui ne pense pas, qui ne fait que réagir. Et quand tu réagis au lieu de répondre, tu deviens un esclave de tes impulsions. Tu finis par dire des choses que tu ne ressens pas, blessant des personnes qui ne le méritent pas, détruisant des relations ou des réputations que tu as mis des années à construire. Le problème est que beaucoup de gens pensent que l'expression de ce qu'ils ressentent au moment où ils le ressentent est de l'authenticité. Mais ce n'est pas de l'authenticité s'il n'y a pas de contrôle. Ce n'est pas la vérité si elle est déformée par la fureur. Ce n'est pas du courage si c'est poussé par le besoin de tout décharger sans se soucier de qui tu écrases sur ton passage. Dire la première chose qui te vient à l'esprit peut sembler libérateur, mais en réalité, c'est une façon de te perdre. Parce qu'au milieu du chaos interne, ce que tu dis ne te représente pas. Ce n'est que du bruit. La psychologie l'explique clairement. Quand une émotion intense domine ton système nerveux, ta capacité à raisonner diminue et tu agis comme si tu étais en danger, même si tu ne l'es pas. Ton cerveau se concentre sur la survie, pas sur la réflexion. Et c'est là que le stoïcisme offre une réponse brutale mais libératrice. Tout ce que tu ressens ne mérite pas une réaction. Tout ce que tu penses ne mérite pas d'être dit. Tout ce qui te blesse n'a pas besoin d'une réponse immédiate. Laisser parler l'âme signifie attendre que la tempête passe. Non pas pour éviter ce que tu ressens, mais pour laisser ton vrai moi, celui qui a une direction, une clarté et des valeurs, s'exprimer. L'âme ne crie pas, elle n'humilie pas, elle ne détruit pas. L'âme parle calmement parce qu'elle sait que la vérité n'a pas besoin de violence pour être ferme. Que la cohérence n'a pas besoin de volume pour être forte. Et cela ne signifie pas que tu te taises pour toujours ou que tu gardes tout pour toi. Cela signifie que tu choisis quand parler pour que tes mots aient du sens, du poids et de la vérité. Cela signifie que tu choisis de représenter ton caractère et non ton chaos. Parce que si tu laisses parler la tempête, ce que tu projettes est le désordre, et personne n'écoute quelqu'un qui ne peut même pas se maîtriser lui-même. Quand tu apprends à attendre, à respirer, à laisser l'émotion se dissoudre et ensuite à parler depuis l'âme, tes mots changent. Ils ne sont plus impulsifs, ils sont maintenant intentionnels. Ils ne sont plus une décharge, ils sont maintenant un outil. Et cela transforme tout, parce que les gens sentent quand tu parles depuis la conscience. Ils savent que tu n'improvises pas, que tu ne réagis pas comme une alarme hors de contrôle, mais que tu dis quelque chose qui vient du plus profond de toi, quelque chose qui a été pensé, ressenti et choisi. L'âme a une voix, mais elle n'est entendue que lorsque la tempête se tait. Si tu veux être pris au sérieux, si tu veux te respecter toi-même, si tu veux arrêter de regretter ce que tu dis, commence par arrêter de parler quand l'émotion commande. Fais-le quand l'âme est prête. Ce n'est qu'alors que ce que tu diras sera vrai, fort et respecté. Au 4, celui qui écoute le plus comprend le plus. Écouter, c'est comme entrer dans une pièce sombre avec une bougie allumée. Tu ne peux pas courir, tu ne peux pas crier, tu ne peux pas pousser. Tu ne peux qu'avancer lentement, attentif à chaque détail, observant ce que les autres négligent. La lumière est faible, mais suffisante si tu y prêtes attention. C'est ainsi que fonctionne l'écoute. Elle n'éclaire pas tout d'un coup, mais elle révèle l'essentiel à ceux qui ont la patience de regarder au-delà du bruit. La plupart des gens n'écoutent pas pour comprendre, ils écoutent pour répondre. Ils attendent leur tour pour parler, sans prêter attention à ce que l'autre dit. Ce qu'ils veulent, ce n'est pas comprendre, mais gagner. Ils interrompent, corrigent, tirent des conclusions sans écouter le contexte complet. Et c'est ainsi qu'ils vivent,
en répétant des schémas, en mal interprétant des situations, en réagissant à partir de leur propre récit, au lieu de se connecter à la réalité de l'autre. Écouter est une compétence sous-estimée parce qu'elle n'est pas spectaculaire. Elle ne te donne pas un rôle de premier plan immédiat. Elle n'attire pas les applaudissements. Mais celui qui sait écouter devient une personne dangereuse dans le meilleur sens du terme, parce qu'il voit ce que les autres ne voient pas, parce qu'il capte ce qui se cache derrière les mots, parce qu'il agit avec des informations réelles, pas avec des suppositions ou des émotions impulsives. La psychologie nous apprend que l'écoute active des zones du cerveau liées à l'empathie et à la compréhension profonde. Lorsque tu prêtes vraiment attention, ton esprit cesse de se concentrer sur la défense et commence à traiter plus précisément ce qui se passe. Et cela réduit le conflit, améliore la communication et renforce la prise de décision. Tu n'as pas besoin d'être le plus intelligent, tu as besoin d'être celui qui écoute le mieux. Parce que comprendre avant de parler est un avantage stratégique brutal. Pour les stoïciens, écouter était un acte de vertu. Sénèque disait qu'il vaut mieux savoir se taire et observer que de lancer des mots sans contrôle. Non pas parce que parler est mauvais, mais parce que le faire sans comprendre est comme tirer à l'aveuglette. Et c'est ainsi que beaucoup de gens vivent en lançant des mots depuis leur douleur, sans avoir compris ce qui se passe vraiment. Écouter davantage implique également un contrôle émotionnel, car pour écouter, tu dois faire taire le bruit intérieur, ton ego, ton désir d'avoir raison, ton anxiété à répondre, ton besoin d'être validé. Et cela fait mal, parce qu'écouter t'oblige à sortir de ton centre et à regarder l'autre, non pas dans une perspective de compétition, mais dans une perspective de conscience, à partir de la possibilité d'apprendre, même si tu n'es pas d'accord, à partir de la maturité de savoir que tu n'as pas toujours à donner ton avis. Il ne s'agit pas de se taire pour toujours ou de tout supporter. Il s'agit d'être sélectif, d'utiliser le silence comme outil d'analyse, d'attendre le bon moment pour parler avec poids, pas avec précipitation. Parce que lorsque tu parles sans avoir écouté, tu te trahis. Et lorsque tu parles après avoir compris, on te respecte. Non pas pour ce que tu dis, mais pour la clarté que tu transmets en le faisant. Écouter te transforme aussi de l'intérieur. Tu commences à mieux te connaître, car en prêtant attention à l'autre, tu découvres tes propres limites, tes réactions, tes jugements anticipés. Écouter nettoie ton esprit, organise tes idées, filtre l'émotion inutile. Et à partir de là, tes mots valent plus, parce qu'ils ne viennent pas de l'urgence, mais de la conscience. Dans un monde où tout le monde parle, écouter te distingue. Ça te donne du pouvoir, sans faire de bruit. Ça te rend sage, sans avoir besoin de te montrer. Celui qui écoute le plus, comprend le plus. Et celui qui comprend le plus, se trompe moins, souffre moins, et vit avec plus de force et de direction. Ne te précipite pas pour parler. Apprends à écouter avec intention, car c'est là que commence le véritable maîtrise. 5. Ta douleur n'est pas ton drapeau. Porter la douleur comme un drapeau, c'est comme marcher avec une torche allumée au milieu d'une forêt sèche. Tu penses qu'elle te donne de la lumière, qu'elle te guide, qu'elle te protège, mais en réalité, tu es à un pas de tout incendier. Et le pire, c'est que beaucoup de gens ne se contentent pas de marcher ainsi. Ils s'accrochent au feu comme s'il faisait partie de leur identité. Ils font de leur souffrance un étendard. Ils le montrent, ils le répètent, ils le défendent. Mais la douleur n'est pas faite pour être exhibée, elle est faite pour être transformée. Nous souffrons tous. Cela ne te rend pas spécial. Cela ne te définit pas. Ce qui te définit, c'est ce que tu fais de cette douleur, si tu l'utilises pour grandir ou pour manipuler, si tu l'affrontes ou si tu l'utilises comme excuse. Parce qu'une chose est de passer par la douleur et une autre très différente est de t'installer dedans et de demander au monde de s'adapter à ta blessure. Personne ne viendra te sauver. Personne n'a l'obligation de te comprendre si tu ne fais pas l'effort de te relever toi-même. La philosophie stoïcienne est claire. La souffrance ne te rend pas victime, elle te met à l'épreuve. Ce que tu fais de cette souffrance révèle ton caractère.
Tu ne peux pas contrôler ce qui t'est arrivé, mais tu peux contrôler comment tu réponds. Si tu choisis de traîner ta douleur comme une justification pour ta colère, ton apathie ou ta défaite, alors tu n'avances pas. Tu recules avec un drapeau en l'air qui ne sert qu'à rappeler ta chute. Du point de vue de la psychologie, on sait que revivre constamment la douleur renforce les circuits du traumatisme. Plus tu parles de ta blessure sans la travailler, plus tu lui donnes de pouvoir. Il ne s'agit pas de guérir, mais de répéter. Et répéter sans intention de changer devient une auto-illusion, dans un cycle à la fois confortable et destructeur. Parce qu'il te donne une identité, mais il te retire du pouvoir. Il te donne de l'attention, mais il te vole de l'action. Ta douleur peut être du carburant, mais pas une destination. Elle peut te pousser, mais pas te définir. Tu peux l'utiliser comme moteur pour construire une version plus forte de toi, ou tu peux rester attaché à elle et l'utiliser comme excuse pour ne rien faire. C'est la différence entre ceux qui la surmontent et ceux qui restent coincés dans l'histoire qu'ils se sont racontés à eux-mêmes. La douleur se respecte, mais ne se glorifie pas. Personne n'a besoin de connaître chaque détail de ce que tu as souffert pour te valoriser. Ce qui frappe vraiment, c'est ce que tu fais ensuite, ce que tu choisis de construire avec les cendres. Si tu deviens une personne dure, froide et rancunière, tu permets à ta blessure de dicter tes décisions. Mais si tu choisis de grandir, si tu choisis d'être plus fort, plus sage et plus conscient, alors la douleur a rempli sa fonction. Alors tu as gagné. N'utilise pas ta douleur pour manipuler. N'attends pas de privilèges pour avoir souffert. Ne te cache pas derrière ce qui t'est arrivé pour justifier ce que tu ne fais pas aujourd'hui. Parce que ce n'est pas guérir, c'est abandonner déguisé en survie. Et tu n'es pas ici pour survivre, tu es ici pour prendre ce qui t'a brisé et le transformer en quelque chose d'utile, en quelque chose qui sert, en quelque chose qui compte. Ne mets pas ta douleur en avant comme si c'était un bouclier, ne l'utilise pas comme introduction, ne la fais pas partie de ton discours quotidien. Porte-la si nécessaire, mais en silence, avec dignité, avec l'engagement que tu travailles pour la laisser derrière toi. Parce que le jour où tu arrêteras de parler de ce qui t'a brisé et que tu commenceras à agir à partir de ce que tu as appris, ce jour-là, tu retrouveras ton pouvoir. Ta douleur n'est pas ton drapeau, c'est ton terrain d'entraînement. Tu n'es pas brisé, tu es en construction. Et cela, si tu le comprends vraiment, change le cours de ta vie. 6. La langue empoisonnée se retourne contre celui qui l'utilise. Parler avec du poison, c'est comme boire de la coupe avant de l'offrir à quelqu'un d'autre. Tu penses que tu attaques, que tu te défends, que tu gagnes. Mais le mal commence toujours par l'intérieur. Car les mots que tu lances avec colère, ressentiment ou mépris ne blessent pas seulement celui qui les reçoit, ils te contaminent aussi. Ils salissent ton esprit, pourrissent ton jugement, te lient à des émotions qui t'empêchent d'avancer. Et même si en apparence tu sembles être en contrôle, à l'intérieur tu t'épuises, te consumant lentement par ton propre poison. La plupart des gens pensent que parler durement, avec insultes, moqueries ou agressions, est une façon de se défendre, de se faire respecter, de marquer son territoire. Mais ce n'est pas de la force, c'est de la faiblesse mal déguisée. C'est un manque d'intelligence émotionnelle. Parce que n'importe qui peut crier, n'importe qui peut t'insulter, n'importe qui peut t'exploser. Mais tout le monde ne peut pas rester ferme, dire ce qu'il pense clairement et fermement sans se salir en chemin. Le poison que tu lances reste dans ton système. Il nourrit ta colère, renforce ton ego, te transforme en quelqu'un qui est toujours prêt à attaquer, mais jamais à construire. Du point de vue de la psychologie, on sait que ceux qui réagissent constamment avec violence verbale activent constamment des circuits de stress. Cela t'épuise, te rend moins rationnel, plus impulsif et émotionnellement plus fragile, même si tu essaies de prétendre le contraire. Celui qui parle avec haine s'enferme dans un cycle où chaque mot qu'il lâche le rend plus esclave de ce qu'il ressent. Le stoïcisme ne te demande pas de te taire face à l'injustice ni de te transformer en statue. Ce qu'il te demande, c'est de mesurer ce que tu dis, de comprendre le poids de tes mots,
de ne pas être le genre de personne qui lance du feu chaque fois que quelque chose le dérange. Marc Aurèle a écrit que la meilleure vengeance est de ne pas ressembler à celui qui t'a fait du mal. Et cela inclut le langage. Si quelqu'un t'attaque avec du poison et que tu réponds de la même manière, il n'y a plus de différence entre vous deux. Mais si tu réponds avec intelligence, avec retenue, avec tempérance,